Et voilà, ce sont les élèves de l'école alsacienne qui vous souhaitent la bienvenue dans ce nouveau numéro du journal débridé. Je les ai rencontrés récemment à Shanghai. Aujourd'hui, on vous a préparé une émission best-of pour clore cette année scolaire en beauté. Mais avant de plonger dans nos meilleurs souvenirs, une petite surprise, une mini leçon de chinois. Allez, c'est parti pour Sur le bout de la langue. Dans notre émission précédente, on a exploré les Xie-Hou-Yu. Je vous avais laissé un petit défi. Connaissez-vous la chute de celui-ci? Ni Pusa Guo Jiang. Un Bouddha en argile traverse la rivière. La réponse? Zi Shen Nan Bao. À peine peut-il se sauver lui-même. C'est une mission impossible pour le Bouddha en argile de traverser la rivière, puisqu'il se décompose immédiatement. Donc, cette expression veut dire qu'une personne est dans une situation si précaire qu'elle ne peut même pas s'aider elle-même, encore moins aider les autres. Exemple, deux étudiants discutent avant un examen. L'un dit « 明天要考试了，你能帮我复习吗？ Demain, il y a l'examen, tu peux m'aider à réviser? L'autre répond « 我自己都没复习呢，怎么帮你？ 我现在真是泥菩萨过江，自身难保啊！ Je n'ai même pas révisé moi-même, comment pourrais-je t'aider? Je suis vraiment comme le Bouddha en argile qui traverse la rivière, à peine capable de me sauver moi-même. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce Xie-Hou-Yu. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelques mots très utiles concernant les vacances en chinois. Examinons d'abord ce caractère. Lorsqu'il est prononcé au troisième ton, jia, il signifie faux ou artificiel. Mais si on le prononce au quatrième ton, tia, il prend un sens complètement différent et désigne alors les congés ou vacances. Et oui, cela montre une fois de plus à quel point les tons sont importants en chinois. En Chine, les élèves ne bénéficient que de deux grandes périodes de vacances dans l'année. Shu Jia, les vacances d'été, qui durent de 6 à 8 semaines, généralement en juillet et août. Hanjia, les vacances d'hiver, d'une durée de 4 à 6 semaines, centrées autour du Nouvel An chinois, les dates variant entre janvier et février. Contrairement au système français, les élèves chinois n'ont pas de vacances de la Toussaint, pas de vacances de Noël, ni de vacances de Pâques. Passons maintenant à quelques mots clés indispensables. Tu jia, partir en vacances. Lü xing, voyage. Hai tan, la plage. Fei ji, l'avion. Jiu dian, l'hôtel. Xing li xiang, la valise. You yong, nager. Shai taiyang, prendre le soleil. Pai zhao, prendre des photos. Allez, je vous offre deux exemples de phrases niveau HSK 2. 今年暑假我要去北京旅行. Cet été, je vais voyager à Pékin. 我喜欢在海滩晒太阳. J'aime profiter du soleil à la plage. Je vous souhaite d'excellentes vacances et une très bonne émission Best of. On se retrouve en septembre pour une nouvelle aventure du journal débridé. Guangzhou est une métropole dynamique du sud de la Chine. Elle compte environ 18,7 millions d'habitants en 2023, ce qui fait de cette ville l'une des plus peuplées de Chine. Réputée pour son histoire commerciale riche, elle est l'un des principaux ports du pays et un centre majeur du commerce international, notamment grâce à la foire de Canton, un événement mondialement incontournable. La ville est également célèbre pour sa cuisine cantonaise, appréciée pour ses saveurs délicates et ses ingrédients variés. Par contre, on l'a expliqué dans une émission précédente, le fameux riz cantonais qu'on connaît en France est en fait le riz sauté de Yangzhou, pas du tout dans la province du Guangdong. Mélangeant modernité et tradition, la ville de Guangzhou abrite des gratte-ciels impressionnants ainsi que des sites historiques comme le temple de Si Banyan. Son climat subtropical et ses rivières pittoresques en font une destination prisée. Attention, cependant en été, il peut faire très chaud et très humide. Même en novembre, il fait encore 30 degrés. Au journal débridé, on aime les savants fous, les inventeurs loufoques. Et celui-là a tout compris. Situé à Ningbo, pour ne pas avoir à se lever de son lit le matin, il a construit un lit qui roule et qui peut même labourer son champ.
Je ne donne pas cher des draps, mais avouez que c'est plus confortable qu'un tracteur. À l'occasion de la célébration des 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine, le comité Colbert, association fondée en 1954 par M. Jean-Jacques Guerlain, a organisé du 4 au 10 novembre un grand événement à Shanghai qui coïncide également avec son 70e anniversaire. Intitulé Jeux de main et imaginé comme un dialogue de savoir-faire entre artisans français des maisons du comité Colbert et artisans chinois d'exception. L'événement, labellisé Année franco-chinoise du tourisme culturel par l'ambassade de France en Chine, a réuni 17 maisons de luxe françaises. Et moi, j'ai travaillé pendant une semaine pour Bernardo, la porcelaine de Limoges. Cocorico! Tout d'abord, il y a le HSK niveau 1, équivaut à A1 en Europe. C'est le touriste perdu. Vous êtes un novice, fraîchement débarqué dans le monde mystérieux des caractères chinois. Vous savez dire Ni hao et xie xie. De quoi impressionner votre grand-mère. Maintenant, examinons le HSK niveau 2, équivaut à A2 en Europe. C'est le survivant déterminé. Après quelques mois de sueur, vous voilà armé d'un vocabulaire doublé, environ 300 mots. Passons au HSK niveau 3, équivaut à P1 en Europe. C'est le stagiaire de la langue. Avec 600 mots dans votre arsenal, vous pouvez désormais tenir des conversations semi-complètes. Voyons le HSK niveau 4, équivaut à B2 en Europe. C'est le philosophe amoureux des nouilles. Avec 1200 mots, vous commencez à explorer des sujets variés. HSK niveau 5, équivaut à C1 en Europe. C'est l'érudit des séries chinoises. Avec 2500 mots, vous êtes une légende vivante. Vous regardez des dramas chinois sans sous-titres. Voilà le dernier, le HSK niveau 6, équivaut à C2 en Europe. C'est le ninja du mandarin. Enfin, vous avez atteint l'apogée de cette quête et êtes prêt à lire des contrats de location, des discussions philosophiques et même de la poésie en mandarin. Et voilà, cher héros mandarin, bon courage sur cette route semée de caractères. Que vos neurones soient aussi aiguisés qu'un pinceau chinois et que vos ni hao résonnent toujours avec fierté. Étant français d'origine chinoise, pourquoi un tel retour au classique chinois? Tu vois, comme un enfant issu de l'immigration, on est déchiré entre deux cultures et comme beaucoup de monde, on a un problème d'identité. Après, c'est nos recherches qu'on a fait. Et je me suis dit pourquoi je suis là, pourquoi je me suis habitué. Si tu veux vraiment aller quelque part, pas seulement en Chine, s'intéresser à la culture, voilà, essayer d'enlever tous ces standards qu'on a appris depuis longtemps, voilà, s'intéresser à la Chine et aimer la Chine, aimer les gens, tu vois, aimer la culture et s'intéresser à la culture, vraiment y vivre et après comprendre les gens. C'est le truc le plus important. Nous sommes à Shaoxing, dans la province du Zhejiang, à 200 km au sud-ouest de Shanghai. Allez, je vous emmène faire un petit tour. Venise n'a qu'à bien se tenir. C'est une ville bien connue des cuisiniers, car c'est d'ici que provient le vin jaune de Shaoxing. Vin jaune. Ingrédient indispensable à bon nombre de recettes de plats chinois. La plus connue, c'est celle du poulet ivre de Shaoxing, Shaoxing Zuiji. Ivre, car la viande est marinée longtemps dans du vin jaune. À consommer pourtant sans modération. Et je le prouve! Cette petite ville de Shaoxing, enfin petite, peuplée quand même de 5 millions d'habitants, a une longue histoire et a vu naître quantité de légendes et de personnages historiques. Parmi eux, Lu Xun, l'un des plus grands écrivains modernes chinois. Il est né à Shaoxing en 1881 et a révolutionné la littérature chinoise. En ce sens, on peut tout à fait comparer sa notoriété et son importance littéraire à celle de Victor Hugo. Venez, on va visiter l'ancienne maison de Lu Xun.
Shanghai, 12 robots ont été kidnappés par le robot d'un fabricant rival. Les images de vidéosurveillance ont capturé un petit robot entrant dans la salle d'exposition, engageant un dialogue avec les autres robots. Leur demandant s'ils font des heures supplémentaires, le petit robot parvient à persuader les autres de quitter leur emploi et de rentrer à la maison avec lui. Une première du genre. Comme quoi, il n'y a pas d'éthique non plus du côté des robots. Mais cela pose une question. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer à la maison pour un robot? Revenir à l'usine où il a été construit? Ou bien est-ce qu'il faudrait aussi construire des logements pour robots? Le film Barbie adapté à la mode chinoise, ça donne quoi? La comédie Her Story a suscité un énorme buzz. Les critiques louent la célébration de l'émancipation des femmes. Réalisée par la cinéaste Shao Yihui et mettant en vedette un casting dominé par les femmes, Her Story raconte l'histoire d'une mère célibataire indépendante qui tente de trouver l'équilibre entre famille et carrière dans la vie de Shanghai. Les spectateurs chinois ont adoré la combinaison de gags hilarants et de commentaires sociaux audacieux du film, ce qui a permis à Her Story d'obtenir une note moyenne record de 9.1 sur la plateforme chinoise Douban, l'équivalent d'Allociné. Moi, je l'ai vu. Franchement, c'est pas mal du tout. Relier les mots aux mots qui sont leurs opposés. Ça va? C'est facile ça, non? Cao, haut, va à ti, bas. Leng, froid, va à re, chaud. Chang, long, va à短, court. Ta, grand, va à xiao, petit. Le commerce en ligne, quel que soit le pays, repose avant tout sur une bonne méthode de gestion, en comprenant la demande, la concurrence et les spécificités locales. Et cependant, en Chine, le marché est plus vaste, la concurrence plus intense et les évolutions plus rapides. Par exemple, nous sommes présents sur 3 plateformes majeures en Chine, Taobao, Xiaohongshu et Douyin, où nous organisons des diffusions en direct quotidiennes. Pendant les saisons de forte vente, nous lançons 3 nouvelles collections par mois, avec 30 à 40 modèles à chaque fois, nécessitant une charge de travail considérable pour les équipes de design, marketing et photographie. Par exemple, cette année, nous avons organisé 47 événements sur Taobao, soit environ 1,25 événements par semaine sur une seule plateforme, pour rester visible dans un environnement où la mémoire des consommateurs est très courte et la concurrence hyper féroce. Ces événements sont essentiels pour maintenir une forte présence. Au cours des 20 dernières années, la mondialisation et l'urbanisation de la Chine se sont développées presque simultanément. Et ce processus a été extrêmement intense. Ce phénomène est unique au monde. Il n'est pas courant de voir 2 types de transformations aussi profondes se produire en même temps, dans un même pays. Cela crée une dynamique très différente de celle que connaissent d'autres pays. Dans l'industrie de la mode, il faut constamment observer les tendances et comprendre les évolutions de mode de vie pour s'ajuster. Cependant, il est aussi crucial de persister dans ce qui est juste, même si le marché chinois a permis un développement rapide. Se développer à un rythme naturel en préservant la qualité et l'essence de la marque est essentiel. Nous nous sommes déplacés en exclusivité à Londres. Mais non, je plaisante. Il s'agit de Thames Town, une ville nouvelle à Songjiang, en banlieue shanghaïenne, qui imite le style londonien. C'est plutôt bluffant, non? Achevée en 2006, cette petite ville comprend quelques milliers d'habitants, mais attire surtout des touristes. Elle est aussi prisée par les couples qui viennent y prendre leurs photos de mariage. Et ce n'est pas tout. D'autres villes en Chine ont été construites depuis 2001 en imitant des styles européens, italiens, espagnols, néerlandais ou même canadiens. Et bien sûr, il y a la réplique de Paris à Tianducheng. Je ne vous ai jamais emmené là-bas et ce sera peut-être pour une prochaine fois. Qui l'eût cru? La Somme, c'est vendeur en Chine? 40 millions de vues pour la vidéo d'une star chinoise qui promeut le département. Attention au tourisme de masse. Jelly Ling, actrice et mannequin de 28 ans, en partenariat avec la région des Hauts-de-France, a fait un tabac avec son clip promouvant le patrimoine du département. Un clip bien léché et financé par l'actrice elle-même, qui en retour a été nommée ambassadrice de la région. Espérons que les retombées seront positives, car je le sais,
il y a de belles choses à découvrir en dehors des grandes villes. Toujours plus haut, vous le savez, on peut tout faire avec les drones, y compris lutter contre les incendies. Des drones équipés de lances à incendie ou d'extincteurs permettraient d'atteindre des lieux difficiles d'accès en toute sécurité par les pompiers. Les pompiers restent au sol et décident de la meilleure manœuvre à suivre, réduisant les incidents. Par contre, pour les calendriers des pompiers, un drone en photo, je ne sais pas si c'est très vendeur. Nous entrons dans Shenian, l'année du serpent. En Chine, on peut aussi dire que c'est Xiaolongnian, littéralement année du petit dragon. Le serpent est souvent associé à la sagesse, la flexibilité et parfois un peu de mystère. Les personnes nées sous ce signe sont souvent perçues comme réfléchies et intuitives. Elles prennent leur temps pour analyser les situations et souvent sont très perspicaces. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire de la bande dessinée en Chine? Alors, la peinture est toujours très importante dans la culture chinoise. La Chine a créé sa propre bande dessinée qui s'appelle Lianhuanhua. Ici, vous voyez un exemplaire de Lianhuanhua. Donc, c'est les petits livres, en fait, avec des formats de poche et avec des dessins, en fait, sous l'encre chinois et avec des textes, en fait, séparés de dessins. Donc, Lianhuanhua a été créé dans la période, en fait, vers 1920-1930. Shanghai est le berceau. Donc, il y a d'abord les 4 grands romans classiques qui ont été adaptés en fait sous forme de Lianhuanhua. Pendant la guerre sino-japonaise vers les années 40, il y a notamment en fait la création de ce personnage qui s'appelle San Mao, donc le petit vagabond, aujourd'hui qui est en fait un personnage emblématique de Lianhuanhua. Et après la guerre, donc après la fondation du pays, Lianhuanhua a connu une sorte de boom parce que à l'époque le gouvernement sert surtout Lianhuanhua en fait comme des manuels pour transmettre les connaissances. Et malheureusement, Lianhuanhua en fait s'est un peu arrêté avec la fermeture de pays, avec la révolution culturelle. Dans les années 1980, Lianhuanhua en fait n'a pas pu se rivaliser avec les mangas japonais qui sont arrivés en fait en Chine très vite après la réforme et l'ouverture du marché. Et aujourd'hui, je dirais les jeunes en fait lisent surtout en fait les mangas japonais ou les manhwa qui sont inspirés en fait de mangas japonais mais qui sont faits par les artistes chinois. La bande dessinée est d'abord réservée aux enfants pendant très longtemps, c'est jusqu'au 1960. Les gens ils commencent à se défendre en fait en disant bande dessinée c'est un média en fait plus polyvalent. C'est ainsi qu'aujourd'hui on considère surtout en France la bande dessinée comme le 9e art. Pourtant la bande dessinée est venue en Chine uniquement dans les années 2010 avec la parution du Chat du Rabbin et de Persepolis et qui rencontre un grand succès. Et c'est comme ça, enfin, les éditeurs chinois ils posent beaucoup d'intérêt sur la bande dessinée. Ce mouvement est bien sûr appuyé par l'ambassade de France qui organise une fête qui est dédiée à la bande dessinée qui s'appelle la Fête des Bulles depuis 2016. Et aujourd'hui, la bande dessinée est considérée en fait comme un genre le plus cédé en langue chinoise qui dépasse les romans littéraires, qui dépasse aussi les livres jeunesse. Ce petit lapin d'homme, une série livres illustrés créée par son autrice belge. C'est une série qu'on a vendue 20 millions d'exemplaires en Chine. C'est aussi le cas de ce personnage, je pense que vous connaissez, en fait, icône de la bande dessinée franco-belge. Et aujourd'hui, pour Marsupilami, nous avons lancé des pop-up à Shanghai, à Pékin et à Hangzhou. Et il y aura bientôt des vêtements de Marsupilami qui vont être lancés en Chine. Donc, on cherche bien sûr à créer des univers de marque avec nos partenaires locaux. Aujourd'hui, je suis à Kaifeng, dans la province du Henan. C'est une petite ville de presque 5 millions d'habitants et qui a seulement 4000 ans d'histoire. Rien que ça. Kaifeng est l'une des 7 grandes capitales historiques de la Chine. Elle a été le centre politique de plusieurs dynasties. Allez, je vous emmène faire un tour. Au XIe siècle, sous la dynastie Song du Nord, Kaifeng, alors appelée Bianjing, était la capitale et l'un des centres les plus prospères de la Chine médiévale. Cette période a marqué l'apogée de la ville, tant sur le plan économique, culturel qu'artistique. La ville attirait de nombreux lettrés, artistes et calligraphes, favorisant ainsi l'épanouissement des arts, dont la calligraphie. Allez, c'est parti en scooter électrique! Kaifeng fut aussi un carrefour commercial important et elle est aussi connue pour sa diversité culturelle et religieuse. Elle abrite une des plus anciennes communautés juives de Chine, ainsi que des temples bouddhistes et taoïstes et des mosquées.
Aujourd'hui, on peut encore visiter la pagode de fer Tietà, le temple de Daxiangguo, Daxiangguosi, et le pavillon du dragon Longting. Et bien ça y est, on est devant le temple Daxiangguosi. On fait un petit tour. Le Daxiangguosi, ou temple de Daxiangguo, est l'un des temples bouddhistes les plus célèbres de la ville de Kaifeng. Ce temple a une longue histoire et a joué un rôle majeur dans la propagation du bouddhisme en Chine. Le temple a été fondé en 555, mais sa renommée a atteint son apogée sous la dynastie Song au XIe siècle. L'architecture du Daxiangguosi est typique des temples bouddhistes chinois traditionnels, avec de vastes halls, des pagodes et des jardins. Le site est entouré de plusieurs pavillons et de statues bouddhistes, et il a été restauré à plusieurs reprises au cours des siècles. Aujourd'hui, le temple reste un lieu de culte et un site touristique populaire, attirant de nombreux visiteurs intéressés par l'histoire, l'architecture et la culture bouddhiste. En parlant de records, les recettes de Ne Zha 2 ont dépassé les 2 milliards de dollars, surpassant Avengers 3, Infinity War. Ne Zha 2 a même surpassé les plus grands succès de l'histoire du cinéma d'animation, passant devant Disney avec Vice Versa 2 et La Reine des Neiges 2. Du jamais vu pour un film chinois. Mais alors, qu'est-ce qui explique son succès? Bon, déjà, il est inspiré de la mythologie chinoise et le premier opus avait déjà très bien fonctionné en Chine. De plus, il est sorti pendant le Nouvel An lunaire, quand toute la Chine était en congé. Qui dit congé dit temps libre. Et surtout, c'est un film d'animation franchement drôle, qui convient aux petits comme aux grands. Face à cette envolée, le distributeur Trinity Cine Asia a acquis les droits du film et il est déjà sorti au Royaume-Uni et devrait être bientôt dans les salles de cinéma en France. Exercice 1, QCM. 摩洛哥是哪个国家的中文名字？摩洛哥 correspond à quel pays? A. Monaco. B. Maroc. C. Togo. La bonne réponse, c'est bien sûr B. Maroc. J'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège chinois. Exercice 2. Réorganiser les mots pour former une phrase correcte. Vous l'avez? La bonne réponse est 非洲有很多说法语的国家. En Afrique, il y a beaucoup de pays francophones. Mais selon toi, comment les employés peuvent-ils anticiper les changements induits par l'IA dans leur domaine spécifique? Y a-t-il des secteurs particulièrement concernés? La caractéristique, c'est que ça touche à tous les secteurs, donc ça n'épargne vraiment personne, hein. C'est un peu comme l'électricité, les ordinateurs, Internet, ça va toucher tout le monde. La manière dont l'IA impacte les gens, évidemment, ça diffère des autres technologies que je viens de citer parce que ça va vraiment empiéter sur le travail cognitif. C'est là vraiment la grande nouveauté de cette technologie. C'est pour ça qu'on appelle du second âge de la machine. C'est qu'en fait, avant, c'était une automatisation du labeur physique. Là, c'est le labeur cognitif qui était le refuge pendant 200 ans des employés, hein, si on veut avoir un bon salaire. Et donc, c'est tous ces conceptions-là, en fait, qui sont en train d'être bouleversées maintenant par l'IA. Donc, qu'est-ce que l'employé doit faire? Il faut vraiment regarder dans son poste actuel, qu'est-ce qui fait la valeur de son emploi et comment ça va changer et comment tu peux préserver ta valeur. Où est-ce que tu peux trouver des endroits de valeur, quoi. La valeur étant définie par la rareté, hein, par définition. Hein. C'est toujours un marché de l'offre et de la demande. S'il faut aller vers la rareté. J'ai lu un article dans lequel tu as parlé du mot « oser ». Comment l'idée de oser a-t-elle influencé ta carrière et tes décisions? La grande question, oser, hein. Oui, il faut oser, mais c'est pas de la folie en fait, c'est vraiment, c'est calculé. Donc quand tu oses quelque chose, tu as des second options, tu as des back options qui te permettent de, si ça se passe pas bien, bon bah tu perds pas tout, quoi. Tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. C'est pas de la folie, quoi. Ça reste calculé et donc il faut faire ça de manière intelligente, quoi. Donc ça peut avoir l'air des gens de l'extérieur très osé ce que tu fais, surtout quand tu réussis, ils se disent ah, bah, ce type-là il est formidable, etc. Puis là tu fais semblant d'avoir été fou, mais en réalité tu prévois bien ton jeu, quoi. Me voilà aujourd'hui à Pékin sur la Grande Muraille de Chine. Allez, je vous emmène faire un petit tour. La Grande Muraille de Chine, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987, est l'un des monuments les plus emblématiques de l'humanité. Parmi les nombreuses sections accessibles au public, celle de Mutianyu, où je me trouve aujourd'hui, se distingue par son excellent état de conservation, la richesse de son histoire et l'harmonie qu'elle entretient avec le paysage montagneux environnant. Mutianyu est classé 5A,
la note la plus élevée attribuée au site touristique par le ministère de la Culture et du Tourisme chinois. Et non, ça n'a rien à voir avec les andouillettes. Située à environ 70 km au nord-est de Pékin, la section de Mutianyu fut édifiée à l'origine sous la dynastie des Qi du Nord, au VIe siècle. Elle fut ensuite entièrement reconstruite au XVe siècle, sous la dynastie Ming, qui mena d'importants travaux de consolidation et d'extension de la muraille pour renforcer les frontières de l'Empire face aux invasions nomades. Ce qui distingue Mutianyu, c'est la qualité de sa pierre, la densité de ses tours de guet, plus rapprochées que dans d'autres sections, et son système de défense à double face, très rare sur la Grande Muraille. Cela signifie que les soldats pouvaient surveiller et défendre la muraille des deux côtés, une véritable forteresse suspendue dans les montagnes. Entouré de forêts denses et de montagnes escarpées, Mutianyu offre également un cadre naturel exceptionnel. En toute saison, les paysages y sont spectaculaires. Rénovée avec soin dans les années 1980, cette section de la muraille est aujourd'hui ouverte au public et dotée d'infrastructures modernes qui en facilitent l'accès, tels qu'un téléphérique et un sentier balisé. Elle constitue un exemple remarquable de préservation du patrimoine historique chinois, combinant authenticité architecturale et mise en valeur touristique raisonnée. En visitant Mutianyu, on comprend mieux l'immensité et la complexité de la Grande Muraille. Ce n'est pas seulement un mur défensif, c'est un témoignage vivant du génie militaire et de la volonté de tout un peuple. Alors, si vous prévoyez un voyage en Chine, ne manquez pas cette section unique de la muraille, Mutianyu, entre histoire, nature et aventure. En Chine, c'est le panorama du cinéma français qui fait son show. L'édition 2025 a démarré en beauté le 26 avril à Pékin, avec une cérémonie d'ouverture haute en couleurs. Devinez quoi? J'étais l'animateur de cette cérémonie. Et sur scène, du beau monde. Les deux marraines de cette année, les fabuleuses Isabelle Huppert et Zhao Tao, mais aussi les réalisateurs Patricia Mazui, Mathieu Delaporte, Alexandre de la Patelière, Martin Bourboulon et Daniela Elstener, la directrice générale d'Unifrance. L'édition 2025 propose une sélection de 10 longs métrages qui reflètent la richesse du cinéma hexagone. Grand nom du 7e art, jeunes talents à suivre de près et acteurs qu'on adore. Et comme on ne fait pas les choses à moitié, ces pépites voyageront d'avril à fin juin dans 10 grandes villes chinoises. Shanghai, Nankin, Pékin, Wuhan, Hangzhou, Chengdu, Xi'an, Canton, Shenzhen et Kunming. Vive le cinéma et cocorico! Le 19 avril s'est tenu le tout premier semi-marathon de robots au monde. Oui, vous avez bien entendu, 20 robots lancés sur 21 km, aux côtés de vrais coureurs humains. Certains avançaient avec panache, d'autres peinaient dès le départ. Le vainqueur, il a bouclé la course en 2h40. Pas sûr que j'aurais fait mieux. On a hâte de voir la suite. Des robots qui moonwalk à la façon Michael Jackson en pleine course, peut-être. Si je vous dis loin des yeux, vous me direz quoi? Loin du cœur, bien sûr. Si je vous dis quand le chat n'est pas là, vous me direz sûrement les souris dansent. Et si je vous dis trop court de fang pi, traduction, baisser son pantalon pour péter, vous me direz quoi? C'est dégueu. Oui, mais bon, ça c'est pas la bonne réponse. Vous devriez me dire tuo ci yi ju, un geste de trop. On va étudier cette forme d'expression chinoise intitulée xie hou yu. Xie signifie se reposer, faire une pause. Hou veut dire après. Yu, langue, parole. Donc littéralement, xie hou yu signifie les propos après la pause. Ce sont des expressions en suspens composées généralement de deux parties. La première partie donne une image, une situation ou une métaphore. La seconde partie donne le sens réel ou la chute, souvent sous forme de jeu de mots, double sens ou humour. Parfois, on ne dit que la première partie, car la suite est devinée ou connue par les locuteurs. Un peu comme votre contrepétrie, la règle, c'est de ne pas donner la solution. En 1998, c'était quoi la mode en Chine? Tout le monde était habillé un peu pareil, partout. Tu avais le costume de ville qui avait la fonction à la campagne, qui avait la fonction à la ville, dans les usines, sur un vélo. Tout le monde était un petit peu habillé de la même manière. C'était pas très fun, c'était pas très coloré. Ça a été assez surprenant, ouais. Les designers occidentaux viennent aussi étudier le street style shanghaïen. Qu'est-ce qui les surprend le plus? Je pense que les designers
je parle des gens de la mode, hein, tu vois, des gens qui sont avertis déjà dans le milieu de la mode. Quand ils arrivent ici, je pense que ce qui les surprend le plus, c'est la liberté, en fait, qu'on n'a plus en Occident. On est quand même assez vieillissant quelque part en Europe, par exemple. On a beaucoup de codes vestimentaires. On s'habille d'une certaine manière pour prendre le métro, on s'habille d'une certaine manière pour aller travailler. Ici, tu as l'impression qu'il y a une espèce de grande liberté en fin de compte. Et donc, tu as une possibilité de voir plein de styles. Moi, je m'arrête, là, je me mets dans les petits cafés. Tu vois tout dans la journée, en fin de compte, tu vois une palette de modes et de tendances parce que c'est rempli de gens qui prennent des photos de vêtements tout le temps, des jeunes mannequins, et t'as pas cette énergie à Paris. À Paris, t'as pas la petite minette qui se prend en photo et qui change de vêtements dans la rue. Ici, tu vois ça à tous les coins de rue à Shanghai. Donc, tu as une palette tout de suite dans la journée, tu as un instant T de ce que les gens achètent dans la minute. Parce que la nana, elle est dans la rue, elle se change, elle fait son live streaming et tu sais ce qui est acheté tout de suite. Donc, les designers étrangers, ils adorent ça. Un vêtement ou accessoire traditionnel chinois que tu aimerais réinterpréter avec un twist français? Ou peut-être tu l'as déjà fait? Je l'ai fait plusieurs fois. En fin de compte, j'ai pris souvent des éléments chinois. Il y a une pièce que j'adore, que j'ai gardée. Moi, c'est un peu une pièce iconique. C'est un peu comme une parka. Mais en fin de compte, il y a des boutons chinois. Mais le bouton chinois, tu as l'impression vraiment que tu as le West meet East. Mais même si c'est un peu cliché le bouton chinois, sur cette pièce de vêtements, ça fait très vêtements de travail en fait. Et j'adore cette pièce. Et c'est un des mélanges que j'ai aimé faire et qui a eu beaucoup de succès chez les Chinois et chez les Européens aussi. Bienvenue dans cette émission. Hein? Hein? Non, je teste. Son, c'est bon? Ouais, c'est bon. Tu vois ma tête? Oui, je vois ta tête. Tu vois mon téléphone ou pas? Là, il y a un gars qui passe. Voilà, ainsi s'achève notre... Voyons le HSK niveau 4. C'est le philosophe amoureux des nouilles. Ok, c'est bien. Voyons le... C'est le... philosophe, putain. C'est le philosophe amoureux des nouilles. Ok. Voyons le HSK niveau... C'est le philosophe... Je suis à Kaifeng aujourd'hui. Shaoxing, cette petite ville riche, c'est une des petites villes qui a seulement 5 000 habitants et qui a seulement 5 habitants. C'est une petite ville... C'est une petite ville de presque... de 5... Shaoxing, cette petite ville... Ouais. Donc, on en est pas... C'est bon, le son est bon. Shaoxing, c'est une petite ville... Je vous retrouve très bientôt dans une autre ville chinoise pour une nouvelle aventure du... Ah, ok. Ok.